Bonjour à tous. On a déjà remarqué que ce soit dans le jardin, avec les plantes qui poussent, ou même à la maison avec nos animaux, la vie, elle trouve toujours un moyen de continuer. C'est assez incroyable, non? Chaque être vivant, du plus petit au plus grand, a cette capacité de donner la vie. C'est un peu le plus grand secret de la nature, et aujourd'hui, on va essayer de le percer. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment est-ce que ça marche au juste? Comment les êtres vivants se reproduisent-ils? C'est ça, notre mission du jour. Comprendre comment la vie se transmet. Allez, on enfile notre blouse de scientifique imaginaire et c'est parti pour l'exploration. Pour commencer, regardons un peu ça. D'un côté, on a un paon qui fait le beau. Il déploie ses plumes, c'est spectaculaire. Tout ça pour séduire une femelle. Et de l'autre, un simple fraisier. Bien plus discret, il s'étend tranquillement dans son coin. A priori rien à voir, et pourtant. Ils ont exactement le même but, créer de nouveaux êtres vivants. Comment est-ce possible que deux stratégies aussi différentes mènent au même résultat? C'est le mystère qu'on va résoudre ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour accomplir cette mission de créer la vie, on peut dire que la nature a mis au point, deux grandes stratégies. C'est un peu comme deux recettes de cuisine, principales, pour un même plat. On va décortiquer tout ça, vous allez voir, c'est passionnant. Bon, avant toute chose, il y a un mot qu'on doit absolument connaître, c'est le mot fécondation. C'est le moment clé. Imaginez, c'est la rencontre entre une cellule reproductrice mâle et une cellule reproductrice femelle. Quand elles fusionnent, hop, elles créent la toute première cellule d'un nouvel être vivant. On l'appelle la cellule œuf. Retenez bien ce mot, il est super important pour tout comprendre. Et justement, voici les stars de cette rencontre. Regardez bien, la grosse cellule au milieu, c'est l'ovule, la cellule reproductrice de la femelle. Et tous les petits points qui s'agitent tout autour, ce sont les spermatozoïdes, les cellules du mâle. Le nom scientifique pour ces cellules, qu'elles soient mâles ou femelles, c'est les gamètes. La fécondation, c'est le moment précis où un seul spermatozoïde réussit à entrer dans l'ovule. C'est le début. Ok, revenons à nos deux grandes stratégies. D'un côté, il y a la reproduction sexuée. C'est la plus connue. Il faut deux partenaires, un mâle et une femelle. Le résultat, un nouvel individu qui est unique, un mélange un peu des deux parents. Et de l'autre côté, on a la reproduction asexuée. Et là, surprise, un seul parent suffit. Pas besoin de rencontre, pas de fécondation. Le parent, il fait juste une copie de lui-même, une copie parfaite qu'on appelle un clone. Et attention, même dans la reproduction sexuée, il y a des petites différences. Par exemple, chez beaucoup d'animaux qui vivent dans l'eau, comme les coraux ou les poissons, les mâles et les femelles libèrent leurs cellules reproductrices directement dans l'eau. La rencontre se fait un peu au hasard, à l'extérieur. On appelle ça une fécondation externe. Et puis, il y a les animaux terrestres, comme les tortues. Là, le mâle dépose ses spermatozoïdes à l'intérieur de la femelle. C'est une fécondation interne. La rencontre est beaucoup plus protégée, en quelque sorte. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va se mettre dans la peau de vrais scientifiques. On va mener une petite enquête pour être sûr de bien comprendre l'importance de la fécondation. Et nos principaux suspects dans cette affaire, ce sont les grenouilles. Alors, il faut remonter un peu dans le temps. Au XVIIIe siècle, il y a un scientifique italien, Spallanzani, qui se pose des questions. D'abord, il observe. Il voit que quand le mâle grenouille est sur la femelle, les œufs qu'elle pond se transforment en têtards. Ok. Ensuite, il se demande, et si le liquide que le mâle produit, le sperme, ne touchait pas les œufs? Que se passerait-il? Pour le savoir, il a une idée un peu bizarre mais géniale. Il met un tout petit caleçon à la grenouille mâle pour bloquer le sperme. Le résultat? Pas de têtards, les œufs ne se développent pas. Mais il ne s'arrête pas là. Pour être sûr à 100%, il récupère le sperme qui était dans le caleçon, il le met lui-même sur d'autres œufs, et là, bingo, des têtards apparaissent. C'était la preuve qu'il lui fallait. Ce schéma, il résume parfaitement ce qu'on vient de voir. La femelle pond ses ovules dans l'eau, le mâle vient juste après et libère son sperme sur les ovules. C'est cette fécondation, qui se passe dans l'eau donc elle est externe, qui permet aux œufs de devenir des têtards. La conclusion de notre enquête est claire, sans cette rencontre, il n'y a pas de nouvelle vie. C'est aussi simple que ça. Bon, les grenouilles, les coraux, c'est super intéressant, mais on pourrait se demander à quoi ça nous sert au quotidien. On va voir que ces principes de reproduction, ils sont absolument partout, dans nos jardins et même dans notre assiette. Et oui, les plantes à fleurs aussi, elles font de la reproduction sexuée. Le pollen, c'est lui qui contient les cellules reproductrices mâles. Le problème, c'est qu'une fleur, ça ne peut pas se déplacer pour aller en voir une autre. Alors, comment faire? Elle a des alliés. Soit des transporteurs, comme les abeilles, qui se couvrent de pollen en butinant et vont le déposer sur une autre fleur, soit tout simplement le vent qui s'occupe de le disperser. Et des fois, la nature a besoin d'un petit coup de main. L'histoire de la vanille est juste incroyable pour ça. L'orchidée qui donne la vanille, elle vient du Mexique. Et là-bas, il y a une abeille bien spécifique qui s'occupe de la polliniser.
Le problème, c'est que quand on a voulu cultiver la vanille ailleurs, par exemple sur l'île de la Réunion, eh bien, cette fameuse abeille n'y était pas. Du coup, pas de fécondation et donc pas de gousse de vanille. C'est un homme qui a dû trouver la technique pour faire le travail de l'abeille à la main, fleur par fleur, avec un petit bâtonnet. Sans cette intervention, on n'aurait pas de glace à la vanille aujourd'hui. Et notre fraisier du début alors, on s'en souvient? Lui, il utilise la deuxième grande stratégie, la reproduction asexuée. Bien sûr, il fait des fleurs, mais il a une autre technique. Il produit des sortes de longues tiges qui rampent sur le sol, on appelle ça des stolons. Et au bout de ces tiges, hop, un nouveau petit fraisier pousse et prend racine. Ce nouveau plant est un clone parfait du premier. C'est comme une photocopie naturelle, c'est super efficace. Allez, une petite question pour voir si tout est clair. On a tous des œufs dans le frigo, n'est-ce pas? La question est simple, si on prend un de ces œufs et qu'on le met à couver, bien au chaud, est-ce qu'on peut avoir un poussin? Eh bien, la réponse est non. Et maintenant, on sait exactement pourquoi. Un œuf, c'est en fait un ovule, la cellule femelle de la poule. Pour qu'il se transforme en poussin, il faut absolument qu'il ait été fécondé par un spermatozoïde de coq. Le truc, c'est que dans les grands élevages où vivent les poules qui pondent les œufs qu'on achète, il n'y a pas de coq. Il n'y a que des poules. Donc les œufs ne sont tout simplement pas fécondés. Et un œuf non fécondé, ça ne donnera jamais un poussin. Voilà, on arrive au bout de notre enquête scientifique. On a vu pas mal de choses, hein? C'est le moment de faire un petit bilan, de résumer ce qu'il faut vraiment retenir. Ce schéma, il est parfait pour récapituler. Il nous montre tout ce qu'on a vu. D'un côté, les animaux. Un mâle, une femelle, des cellules reproductrices qui se rencontrent, c'est la fécondation, interne ou externe, et ça donne un nouvel être vivant. De l'autre côté, les végétaux, avec leurs deux options, soit la reproduction sexuée avec les fleurs et le pollen, soit la reproduction asexuée pour faire des clones, comme notre fraisier avec ses stolons. Alors si on devait résumer tout ça en 3 points clés pour bien prendre des notes, ça donnerait ça. Point numéro 1, la reproduction sexuée, ça unit une cellule mâle et une cellule femelle, et ça crée un individu qui est unique. Point numéro 2, la fécondation, c'est-à-dire la rencontre, elle peut être externe, comme dans l'eau, ou interne, dans le corps de la femelle. Et enfin, point numéro 3, la reproduction asexuée, c'est quand un seul parent suffit pour créer une copie identique de lui-même, un clone. C'est très courant chez les plantes. Et voilà, on a répondu à notre question de départ. Mais ce qui est génial avec les sciences, c'est que chaque réponse amène de nouvelles questions. Alors le plus important, c'est de garder sa curiosité, de continuer à observer le monde autour de nous et de se poser des questions. C'est comme ça que les plus grandes découvertes commencent. Merci d'avoir mené cette enquête avec moi et à très bientôt.